Cédric, je pense qu'on peut commencer. Ça fera On arriver les gens. enchaîne. Je passe la main au docteur Henri Claveau. Eh bien, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire organisé entre l'assurance maladie et le CRATB. Euh, je ne vais pas prendre trop de temps parce que le programme est assez chargé. Donc, je passe la parole au docteur L'Esprit qui va vous introduire un petit peu le contenu en plus en détail et les intervenants, je pense. Merci. Bonsoir à tous et à tous. Donc, je suis le docteur L'Esprit, je coordonne le Centre régional en antibiothérapie. Bienvenue à ce webinaire. Donc, c'est le troisième webinaire que nous avons le plaisir d'organiser avec l'assurance maladie sur des thématiques d'infections bactériennes courantes en ville. Et donc, cette fois-ci, nous parlons des infections cutanées bactériennes après avoir parlé lors des précédents webinaires des infections respiratoires, des infections urinaires. Donc, vous allez rencontrer trois de mes collègues. Et nous allons commencer tout de suite avec la présentation du docteur Roux qui va nous parler des infections cutanées staphylococciques. Voilà, à toi Sandrine et merci, bonne soirée. Merci Philippe. Bonsoir à tous. Nous vous proposons ce soir un webinaire qui va être très riche en iconographie et en cas cliniques et nous attendons de vous une participation maximale pour répondre aux questions et puis nous faire part de vos retours sur toutes ces infections que vous voyez quotidiennement dans vos cabinets. Et donc nous allons commencer par le premier cas clinique avec des photos. Et je vous propose de parler de cet enfant que sa maman vous amène au cabinet avec une éruption cutanée péribuccale. À votre avis, il s'agit d'un impétigo non grave, d'un impétigo bulleux, d'un ectyma, d'une pathologie contagieuse, d'une atteinte staphylococcique et ou streptococcique? C'est à vous, je vous laisse répondre et donner vos avis. Vous avez quelques secondes. Merci beaucoup pour vos réponses. La majorité d'entre vous pense qu'il s'agit d'un impétigo non grave, d'une pathologie contagieuse et d'une atteinte staphylococcique et ou streptococcique. Et vous avez entièrement raison. Nous allons voir afficher les réponses que je vous proposais. Diapositive suivante. Merci bien. Diapositive suivante. Pour mémoire, l'impétigo est une atteinte infectieuse de l'épiderme assez superficielle. Suivant. Il s'agit bien d'une étiologie bactérienne qui est mixte, Staphylococcus aureus et ou Streptococcus pyogenes, qui est extrêmement contagieuse, qui touche essentiellement l'enfant. Suivant. Les lésions élémentaires sont constituées de bulles qui ensuite évoluent vers des croûtes mélicériques. Suivant. Et donc, comme vous connaissez bien cette entité clinique, je vous propose plusieurs prises en charge. Est-ce que vous réalisez un prélèvement bactériologique pour cet enfant? Est-ce que vous appliquez des antiseptiques locaux? Est-ce que vous utilisez une antibiothérapie topique comme la mupirocine matin et soir pendant 5 jours? Est-ce que vous proposez une antibiothérapie générale par amoxicilline acide clavulanique? Est-ce que vous proposez une éviction scolaire pour cet enfant? C'est à vous. Merci d'avoir répondu. Je vois que sur cette entité clinique, la majorité d'entre vous ne réalise pas de prélèvement bactériologique et là encore, vous êtes dans le vrai. Que les antiseptiques locaux sont utilisés par la moitié environ des répondants, que par contre la mupirocine en antibiothérapie topique est plus largement proposée. Quand même quelques propositions d'antibiothérapie générale par augmentin, on va y revenir, et l'éviction scolaire est largement proposée et là encore, vous avez raison. Je vous rappelle que sur cette pathologie contagieuse, il est important d'interroger les parents pour rechercher des cas chez les frères et sœurs. On préconise un renforcement des mesures d'hygiène
très simples. Douche quotidienne, lavage des mains, ongles courts, changement régulier de vêtements. Ne pas oublier le traitement symptomatique si l'enfant est gêné, paracétamol et ou antihistaminique. Diapositive suivante. La prise, la prise en charge de l'érysipèle simple, et je vous le remontrerai tout à l'heure, est codifiée dans des recommandations HAS récentes sur lesquelles on peut s'appuyer avec des petites fiches récap qui sont extrêmement simples. Sur les formes simples d'impétigo, on évite d'appliquer des antiseptiques. On essaie d'être le plus léger possible finalement dans ce qu'on va mettre dessus, un petit peu comme dans la varicelle. Et sur les formes simples, c'est bien une antibiothérapie topique qui est proposée et non une antibiothérapie par voie générale. Contrairement, et je vous fais un petit peu le teasing de la suite, aux formes un petit peu plus compliquées. Je déroule le cas clinique et je reviendrai ensuite sur les recommandations HAS. Vous revoyez l'enfant 48 heures plus tard, hélas, c'est de l'ibuprofène qui lui a été donné en automédication et les lésions se sont étendues. Cette fois-ci, qu'est-ce que vous proposez? Plusieurs réponses possibles. Diapositive suivante. Est-ce que vous prélevez? Est-ce que vous appliquez cette fois-ci des antiseptiques locaux? Est-ce que vous restez sur une idée d'antibiothérapie topique? Est-ce que vous proposez une antibiothérapie par voie générale? Est-ce qu'on peut mettre ou pas de la vaseline dessus après les soins de toilette? Je vous laisse répondre. Alors, le prélèvement bactériologique n'emporte pas l'adhésion, les antiseptiques locaux non plus. L'antibiothérapie topique convainc encore une dizaine de personnes. Là, cette fois-ci, en revanche, on a 90% quasiment des répondants qui proposent une antibiothérapie générale et la vaseline n'emporte que 25% des répondants. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc voilà les fameuses guidelines dont je vous parlais, que vous trouvez très facilement sur Internet et qui sont très synthétiques sur la prise en charge des infections bactériennes courantes. Pour mémoire, ce qu'on appelle les formes graves d'impétigo, c'est l'ectima, c'est-à-dire la forme nécrotique, creusante. L'impétigo avec une surface cutanée atteinte supérieure à 2% de la surface corporelle totale, pour mémoire, ça correspond à 1%, une paume de main d'enfant. L'impétigo ayant plus de 6 lésions ou alors une extension rapide, et c'était le cas dans ce cas clinique-là, peut-être lié à la prise d'AINS dont on soupçonne qu'elle aggrave les infections bactériennes et en particulier cutanées. Sur ces formes graves d'impétigo, il est légitime de proposer un prélèvement bactériologique des lésions actives et dans ce cas-là, on prélève le pus et le liquide de bulle. Donc cet enfant qui a reçu des INS et dont les lésions s'étendent rapidement, il est possible et il est recommandé de faire un prélèvement bactériologique du pus ou du liquide de bulle. Les soins de toilette quotidiens, nettoyage à l'eau et au savon avec un rinçage soigneux et on évite d'appliquer des antiseptiques pour ne pas être irritant. Pour les impétigos localisés, c'est bien la mupirocine qu'on utilise. 2 fois par jour pendant 5 jours, 3 fois par jour si on peut, mais pour les enfants d'âge scolaire, l'application du midi pose franchement problème. Donc 2 fois par jour, c'est souvent ce qui est réalisé. Dans les formes graves d'impétigo telles qu'on vient de les définir, il est légitime de proposer une antibiothérapie orale pendant 7 jours, sans attendre les résultats du prélèvement qu'on a réalisé. Il est possible d'appliquer de la vaseline après les soins de toilette pour ramollir les croûtes. Et l'antibiothérapie par voie générale qu'on va proposer remplace l'antibiothérapie locale. Donc il n'y a pas de place à une bithérapie locale et générale. C'est vraiment soit l'un, soit l'autre. Sur l'antibiothérapie générale qu'on va proposer, il n'y a pas de raison de prendre en compte le staphylocoque doré méticilline résistant. Parce qu'en France, fort heureusement, on a moins de 10% de SARM parmi les staphylocoques aureus communautaires. Et donc, c'est bien les staphylocoques aureus méticilline sensibles qu'on va cibler. Pour l'éviction de collectivité, il est recommandé de réaliser une éviction scolaire si les lésions ne sont pas protégeables par un pansement, ce qui est le cas pour les lésions péribuccales. Et dans ce cas-là, on propose 3 jours d'éviction après le début du traitement. Sur le choix de la molécule, pour les adultes, c'est la pristinamycine qu'on va positionner en première intention ou la céphalexine. Pour l'enfant, on est gêné par la galénique de la pristinamycine. Et c'est pour ça que c'est l'amoxicilline cyclavulanique disponible en suspension buvable qui est proposée à la posologie de 80 mg kg jour ou le céphadroxyl à la posologie de 100 mg kg jour. En cas d'allergie vraie à la pénicilline, c'est la
josamicine qui est à positionner pour une durée de 7 jours. Diapositive suivante. Je vous propose de passer à l'entité clinique suivante. Je vous rappelle qu'il y aura un petit temps de questions-réponses à la fin de ma première partie. Et on va parler maintenant de David. David, il a 35 ans, il est cuisinier et vous le voyez en consultation pour des lésions multiples sur l'abdomen. À votre avis, est-ce qu'il s'agit d'une folliculite profonde, de furoncle, d'une furonculose, d'anthrax ou d'abcès cutané? Je vous laisse répondre à cette question-là. Alors, folliculite profonde, 9 personnes répondent oui. Furoncle, furonculose, elle est évoquée d'emblée. Anthrax et abcès cutané sont un petit peu moins sélectionnés. Je pense qu'on peut dire qu'il s'agit de furoncles multiples. On va revenir ensemble sur les définitions cliniques de toutes ces entités. Diapositive suivante. Donc la folliculite, c'est une atteinte qui va toucher le follicule pilosébacé. On parle de folliculite superficielle lors de l'atteinte de l'ostium folliculaire. On voit alors cliniquement une pustule centrée par un poil. Et une folliculite profonde lorsque la totalité du follicule pilosébacé est infectée. Et à ce moment-là, cliniquement, ça se présente comme une papule inflammatoire centrée par une pustule, elle-même centrée par un poil. L'atteinte des cils, c'est l'orgelet. L'atteinte de la barbe, c'est le psychosis. Toutes ces folliculites sont de la même étiologie bactérienne et elles sont toutes imputables au staphylocoque aureus. Ce sont des pathologies contagieuses. Diapositive suivante. Le furoncle, c'est la forme nécrosante, une infection nécrosante de la partie profonde du follicule pilosébacé. C'est la même entité, Staphylococcus aureus, et contagiosité également. Diapositive suivante. Les formes compliquées de furoncle, telles qu'on les définit, ça comporte l'anthrax. L'anthrax, c'est la description clinique, c'est le conglomérat de furoncles. Rien à voir avec le Bacillus anthracis, qui s'appelle comme ça à cause de l'aspect clinique qui peut effectivement évoquer la même chose. Donc anthrax, c'est le conglomérat de furoncles. Les formes compliquées de furoncle, c'est la multiplication des lésions, et c'est exactement la photo que je vous montrais là, avec des lésions multiples arrivant en même temps. Dans les autres formes compliquées de furoncle, c'est l'apparition d'une dermohypodermite périlésionnelle, une absédation secondaire et la présence de signes systémiques qui correspondent globalement à l'absédation. On parle de furonculose pour la chronicisation de la pathologie, c'est-à-dire la répétition de furoncles dans le temps. Diapositive suivante. Donc ça, sur ce patient qui a des furoncles multiples de l'abdomen, qu'est-ce que vous proposez comme prise en charge? Qui réalise un prélèvement bactériologique, qui propose une antibiothérapie locale par mupirocine matin et soir pendant 5 jours, une antibiothérapie générale par amoxicilline acide clavulanique pendant 5 jours, une antibiothérapie générale par clindamycine 600 mg matin, midi et soir pendant 5 jours, et l'application d'antiseptiques locaux pluriquotidiens. Je vous laisse répondre. Alors, les choix sont mitigés. Il s'agit ici d'une forme d'emblée compliquée parce qu'il existe des lésions multiples. Et donc, le prélèvement bactériologique est à proposer dans cette situation-là. Ça n'est pas le cas sur un furon clinique. L'antibiothérapie locale par mupirocine n'a pas sa place dans cette entité clinique. Elle n'est utile vraiment que dans l'impétigo et pour les entités cliniques suivantes, elle n'a pas d'intérêt. L'antibiothérapie générale, on va effectivement la proposer et on va plutôt sélectionner la clindamycine pour son activité anti-staphylococcique et également antitoxinique, je vais y revenir. Et l'application d'antiseptiques locaux pluriquotidiens n'a pas d'intérêt dans cette entité-là. Diapositive suivante. En ville, il n'est pas recommandé de chercher la leucocidine de Panton-Valentine. Je vais vous présenter un petit peu cette toxine-là. Pourquoi? Parce ça ne change pas la prise en charge thérapeutique derrière.
Sur les furoncles isolés simples, pas de prélèvements bactériaux, mais dès qu'on est sur du furoncle compliqué, il est légitime de proposer un prélèvement bactériologique du pus avant de débuter l'antibiothérapie. Sur les furoncles isolés, on essaye d'avoir la main légère avec des soins locaux. On ne manipule pas le furoncle pour éviter le risque de complications. On propose des soins de toilette quotidiens, mais très simples, lavage à l'eau et au savon. Il est possible d'inciser l'extrémité pour évacuer le bourbillon en consultation. Il est légitime de protéger la lésion avec un pansement et on essaie de passer sans antibiothérapie locale ou générale avec juste des soins locaux. En revanche, dès qu'on est sur des furons compliqués, on propose une antibiothérapie orale pendant 5 jours. Les mesures d'hygiène sont là aussi rigoureuses. On est sur des pathologies contagieuses. On rappelle aux patients qu'il est important de changer le linge, de faire une toilette à l'eau et au savon tous les jours. Chez l'enfant, ça nécessite un avis spécialisé parce que les formes compliquées abcédées sont plus fréquentes. Diapositive suivante. En termes de choix de l'antibiotique, c'est la clindamycine et la pristinamycine, donc on est chez l'adulte, ok, qui vont être positionnées en première ligne. La clindamycine, on va être à 600 mg 3 fois par jour, de préférence au repas pour améliorer la tolérance digestive qui est parfois médiocre. Et si le poids est important, plus de 100 kg, on peut monter jusqu'à 600 mg 4 fois par jour. À ce moment-là, moi, ce que je leur propose aux gens, c'est de les prendre matin, midi, soir ou au goûter et matin, midi, soir ou au coucher en fonction des habitudes de chacun, mais en essayant de le prendre bien avec de la nourriture. La pristinamycine peut être proposée en alternative, mais son activité antitoxinique est bien moins étayée que celle de la clindamycine. Je vais y revenir derrière. Sur les furonculoses, on prolonge un petit peu la durée d'antibiothérapie. On est plutôt sur 7 jours, sur ces formes récidivantes, itératives, et on traite la poussée pendant 7 jours et non pas 5. Diapositive suivante. Donc, si on déroule notre cas clinique, on arrive sur cette entité de furonculose chronique. Ce patient va guérir de sa première poussée et quelques semaines plus tard, il vous rappelle parce qu'à nouveau, il a 3 lésions évocatrices de furoncle sur l'abdomen et sur la cuisse. Qu'est-ce que vous proposez à ce moment-là? Prélèvement bactériologique de la lésion, mupirocine matin et soir pendant 5 jours, clindamycine 5 jours, clindamycine 7 jours, et douche antiseptique avec une solution moussante de chlorhexidine comme savon et comme shampoing. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, merci pour ceux qui ont suivi. Donc, effectivement, prélèvements bactériaux, oui. Mupirocine, non. Clindamycine, oui, mais pendant 7 jours. Et les douches antiseptiques, plutôt oui. Et on va détailler selon quelle modalité. Diapositive suivante. Sur ces furonculoses, il n'est plus recommandé de faire un dépistage systématique du portage de Staphylococcus aureus au niveau des gîtes bactériens. On ne le fait qu'après l'échec d'une première décolonisation, quand on n'y arrive vraiment pas. Lors d'une poussée, on traite, on l'a dit, avec une antibiothérapie orale antistaphylococcique pendant 7 jours et on propose en complément des mesures topiques avec des douches antiseptiques, la solution moussante de chlorhexidine comme savon et comme shampoing 1 fois par jour pendant 7 jours. Et on pense bien à décoloniser les gîtes bactériens du patient et de son entourage après la guérison de la poussée. Diapositive suivante. Le protocole de décolonisation qui est actuellement proposé est celui-ci. Donc ça se passe bien après la fin de l'antibiothérapie générale, quand le patient est guéri, on lui propose ensuite, en complément, de faire 1 semaine de application nasale de pommade de mupirocine 2 fois par jour pendant 7 jours. L'objectif est d'éradiquer le portage de Staphylococcus aureus qui vit dans le nez. Et donc c'est pour ça qu'on propose cette application dans les fosses nasales. On utilise 1 fois par jour la solution moussante de chlorhexidine comme savon et comme shampoing. On rappelle bien sûr les mesures d'hygiène corporelle, des mesures d'hygiène d'environnement et on propose en complément des bains de bouche matin et soir à la chlorhexidine utilisables chez l'enfant à partir de 6 ans. Diapositive suivante. Un petit focus sur la fameuse leucocidine de Ponton-Valentine qu'on connaît depuis longtemps parce qu'elle a été décrite dans les années 30. C'est une toxine qui va avoir une appétence particulière pour nos leucocytes. Diapositive suivante. Elle va se fixer à la paroi et créer des pores membranaires avec une nécrose tissulaire. Diapositive suivante. Elle n'a aucun rapport avec la résistance à la méticilline. On parle bien de 2 choses différentes.
Les staphylocoques aureus qui produisent la PVL peuvent être des staphylocoques méticilline sensibles ou méticilline résistants. Et en France, c'est plutôt des staphylocoques méticilline sensibles. Si vous vous retrouvez avec un patient qui a une entité clinique de type furonculose à staphylocoque aureus résistant à la méticilline, il faut nous l'adresser en consultation de maladie infectieuse parce que vous allez être gêné sur l'antibiothérapie et il va falloir utiliser des molécules à prescription hospitalière. Diapositive suivante. Diapositive encore suivante. Je vais accélérer un petit peu. Allez-y, je vous laisse dérouler parce qu'il y a plusieurs photos. La PVL peut entraîner plusieurs types d'entités cliniques. C'est celle qu'on va retrouver dans les furonculoses. On la retrouve aussi dans certaines cellulites ou fascites nécrosantes où on retrouve justement de la nécrose tissulaire, de l'absédation avec de la nécrose. Diapositive suivante. Cette petite photo, simplement pour vous montrer ce que ça donne sur peau noire. Et puis aussi pour rappeler que ces pathologies sont quand même relativement fréquentes. Ça, c'était un jeune migrant qui n'avait pas du tout une leishmaniose cutanée ou une pathologie tropicale rare, mais bien une furonculose à Staphylococcus aureus multisensible, producteur de toxines de pentonvalentine, et donc qui avait développé des lésions de type furoncle qui évoluaient bien sous clindamycine. Sur ces entités cliniques-là, on positionne des thérapeutiques antitoxiniques et vous, celle que vous allez avoir à votre disposition, c'est vraiment la clindamycine qui a cette activité antitoxinique in vitro et in vivo sur le streptocoque également. Pour mémoire, le linezolide est un antibiotique à prescription et rétrocession hospitalière qui cible les Staphylococcus aureus métis-R. Donc c'est celui que nous, on va utiliser pour les malades que vous allez nous adresser en consultation dans ces circonstances-là. Diapositive suivante. Un tout petit topic sur les abcès, qui sont des pathologies du derme ayant pour étiologie le staphylocoque aureus. C'est des entités qui sont fermées, entre guillemets, donc il n'y a pas de contagiosité des abcès. C'est une cellulite avec collection secondaire. Ça peut être secondaire à un furoncle, à une inoculation directe. La différence avec les entités cliniques précédentes, c'est qu'il y a de la fièvre, avec des signes généraux. Et dans ces cas-là, il faut inciser le furoncle, idéalement par un chirurgien, avec une antibiothérapie adaptée au prélèvement pendant 5 jours. Diapositive suivante. L'antibiothérapie de première intention qu'on utilise en post-opératoire d'un abcès, c'est là aussi la clindamycine pour les mêmes raisons que celles que je vous ai citées tout à l'heure. Peuvent être également positionnées la pristinamycine et lorsqu'on est à l'hôpital, les pénicillinèmes ou la céphazoline, mais ça vous concerne moins. La durée du traitement est de 5 jours après la mise à plat chirurgicale. Un dernier petit cas clinique d'une jeune fille de 16 ans qui avait un furoncle positionné sur l'aile du nez, mis sous orbénine péros et qui se dégrade franchement. Elle arrive grave, elle arrive aux urgences, elle a des céphalées, des frissons, une exophtalmie, une conjonctivite bilatérale. Vous connaissez cette entité clinique, j'en suis sûre. Est-ce que c'est une cellulite faciale, une gangrène graseuse, une staphylococci Je vous laisse répondre. Et c'est bien une staphylococci de la face, effectivement. Diapositive suivante. Donc, c'est une complication redoutable des furoncles centrofaciaux favorisée par les manipulations et qui peut se compliquer d'une thrombophlébite septique de proximité qui nécessite une hospitalisation urgente lors de laquelle on va débuter une antibiothérapie parentérale comportant souvent un aminoside. L'étiologie, c'est toujours la même, elle est bactérienne, c'est le Staphylococcus aureus. Vous ne pouvez pas passer à côté, ce sont des patients qui sont graves et que vous adressez spontanément et rapidement aux urgences de l'hôpital. Vous avez Merci maintenant Sandy. quelques minutes pour les questions. Je commence avec deux questions à propos du prélèvement bactériaux dans le cadre des impétigos. Si on prescrit une antibiothérapie locale et qu'après il y a une aggravation, on veut faire un prélèvement, est-ce que ce prélèvement il reviendra informatif vu qu'il y aura eu l'antibiothérapie locale? Et est-ce que dans ce cadre-là, enfin, est-ce que tu peux préciser du coup à quoi sert, quel est l'intérêt de faire le prélèvement? Merci pour cette question. On retrouve la recommandation de réaliser un prélèvement bactériologique sur les formes d'un pétigo, uniquement les formes graves. Donc je rappelle, c'est la forme
la forme creusante nécrotique, pardon, l'impétigo avec une importante surface cutanée atteinte, plus de 6 lésions et l'extension rapide. On est sur des entités qui nécessitent un prélèvement même s'il y a eu une application d'antibiothérapie topique avant, parce que ça va mal. Donc on échappe à l'antibiothérapie utilisée. Ça nécessite de vérifier quel est l'agent bactérien majoritaire, staphylocoque, streptocoque, résistance ou pas résistance, parce qu'on n'est quand même pas à l'abri que les choses se dégradent encore. J'enchaîne, merci. J'enchaîne avec une autre question sur la mupirocine. Euh, donc, c'est un médecin qui se demande, il est noté dans le Vidal de ne pas mettre de mupirocine dans le nez. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'on utilise de manière quotidienne et tout à fait légitime la mupirocine dans les fosses nasales en décolonisation du portage de staphylocoque. Donc, il n'y a aucun problème pour mettre la mupirocine dans les trous de nez. C'est vraiment ce qu'on demande aux patients. On préfère la mupirocine à l'acide fusidique parce que la mupirocine est une molécule vraiment très ciblée. L'acide fusidique, on l'utilise encore par voie orale pour traiter certaines infections graves, staphylococciques, notamment ostéo-articulaires. Donc c'est entre autres pour ça qu'on positionne plutôt la mupirocine et c'est celle qu'on retrouve dans les guidelines. Ok, merci Sandrine. On a encore trois petites questions, mais alors il va falloir faire des réponses courtes parce que sinon on va prendre beaucoup de retard. Première question, dans quel contexte il faut suspecter une souche productrice de toxines de Panton Valentine? Ce sont sur les formes compliquées de furoncle. Donc furonculose, furoncle multiple essentiellement. Après, la recherche de la PVL, encore une fois, n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'on va de toute façon positionner la clindamycine, qui est une molécule staphylocoxique antitoxinique. Et donc, en ville, ça ne va pas changer votre attitude thérapeutique. Ok. Deuxième question, pourquoi mettre un antibiotique quand on a drainé un abcès, puisque finalement on a drainé, donc il n'y a peut-être plus besoin d'antibiotiques. Pour finir le boulot, Pour finir le boulot sur la cellulite associée sur les tissus mous adjacents, parce qu'il y a une partie de bactéries qui a infiltré finalement le derme au pourtour de la lésion, et donc c'est pour terminer le travail. Et juste Ok. une dernière remarque sur les Ouais. furonculoses chroniques, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est des pathologies qui sont volontiers invalidantes, handicapantes, pénibles pour les gens. Vous pouvez nous les adresser en consultation quand vous êtes gêné. Moi, je les préviens systématiquement qu'il va y avoir sur les furonculoses chroniques potentiellement plusieurs poussées avant qu'on arrive à éradiquer le portage de staphylocoque doré et que les gens soient tranquilles, mais on y arrive toujours. On finit toujours par y arriver. Donc c'est un peu long, ça stresse beaucoup les gens. Les rechutes sont génératrices de beaucoup d'anxiété, mais on y arrive et il faut être patient et il faut continuer, il faut refaire les protocoles et voilà, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à nous les envoyer. Ok, merci Sandrine. Alors, dernière question, mais la réponse ultra courte. Est-ce qu'on risque une résistance lorsqu'on prescrit plusieurs fois de la pristinamycine pour des poussées de furonculose? Réponse ultra courte. On n'est jamais à l'abri et c'est pour ça que, encore une fois, sur les furonculoses chroniques où vous n'en sortez pas, envoyez-nous en consultation les patients pour qu'on puisse Parfait. récupérer le suivi. Ok, merci beaucoup Sandrine. On va passer à la deuxième présentation de Clément Théis sur les morsures et les pathologies d'inoculation. Donc, une sémiologie sûrement un peu riche et variée. À toi Clément. Bonsoir à tous. Donc voilà, on va aborder ces infections-là qui sont probablement bien moins fréquentes que celles présentées par notre consoeur antérieurement, mais pour lesquelles il est important d'avoir des notions voilà, sur certaines pathologies fréquentes et sur d'autres moins fréquentes. On va commencer par du fréquent. On va commencer par de la morsure animale. Donc, vous avez cette patiente en l'occurrence, qui se présente avec une morsure de chat sur le dos du pied, avec une apparition extrêmement rapide, en 4 heures d'un placard inflammatoire, qui est très douloureux, centré par le point de morsure, et avec de la fièvre. Quels germes évoque-t-on ici en priorité, notamment pour vous aider un petit peu sur le côté extrêmement rapide de l'évolution du tableau clinique? Je vous lis pas les propositions parce que je suis un peu feignant, puis de toute façon, vous les avez donc vers vous. Donc, les deux tiers proposent
Pastorella multocida, c'est effectivement ce qu'on suspecte sur un tableau aussi rapide, même s'il n'est pas impossible que l'on ait un streptocoque, qui sont des germes quand même assez virulents. Mais celui-là est souvent marqué par ce tableau-là. Donc, quelques notions rapides de bactériologie, c'est un cocobacille gramme moins, c'est-à-dire ni un cocci, ni entièrement un bacille. L'inoculation se fait par morsure ou griffure animale, principalement le chat. Et attention, pensez que ça peut aussi être transmis par piqûre végétale. Et l'apparition, donc en quelques heures, comme je vous le disais, de signes inflammatoires est assez évocatrice. Et c'est un germe qui est très sensible à l'amoxicilline. Deuxième patient, un patient de 40 ans qui n'a pas d'antécédent, qui est jogger, qui se fait mordre par un chien au niveau de son mollet. Vous avez la photo suivante où on retrouve pas grand-chose. On voit les points d'entrée des crocs. Vous n'avez pas de signe infectieux, pas de fièvre. Qu'est-ce que vous proposez à notre ami jogger? Une désinfection de la plaie, une surveillance locale, une antibioprophylaxie par amoxicilline acide clavulanique, le rappel antitétanique si nécessaire et l'appel systématique au centre antirabique. Bon, normalement, c'est quelque chose d'assez simple. Alors, vous avez tout à fait raison. Les quatre premières sont vraies, la dernière ne l'est pas, même si c'est quelque chose de discutable. On va voir ça dans la diapo suivante. Donc, je vous ai remis là juste pour avoir une vague idée de la flore, des saloperies qui traînent dans la gueule d'un animal. Donc, vous avez énormément de germes. Diapo suivante, à noter également que la bouche humaine n'est pas exempte de bactéries, loin de là. Donc les morsures humaines sont tout aussi à risque d'infection, à garder en mémoire. Donc, au risque infectieux du fait de la flore résidente orale, en termes de principe de prise en charge, et on traitera la partie gauche de la diapo en dernier, la désinfection soigneuse vérifiée, la vaccination antitétanique, c'est évident, mais faut y penser. Mais sur les plaies aiguës, on y pense généralement bien. Euh, Bien se faire à l'idée qu'une plaie délabrante avec un risque de retentissement esthétique ou fonctionnel, notamment la main, doit être montrée au chirurgien. On peut souvent se faire piéger avec des morsures qui sont d'aspect extérieur ponctiforme, mais par exemple sur un croc de chat qui peut être extrêmement profonde et qu'il faut probablement assez facilement aller explorer au bloc opératoire, notamment pour vérifier qu'il n'y ait pas de lésions vasculo-nerveuses ou tendineuses. Et en cas de signe infectieux profond, même réflexe, un avis chirurgical est indispensable, notamment pour les abcès et les ténosynovites qui nécessiteront un drainage en plus de l'antibiothérapie. Concernant la prophylaxie anti-infectieuse de l'ensemble de ces horribles pathogènes qu'on trouve dans la gueule humaine, dans la bouche humaine et dans la gueule animale, c'est l'amoxicilline acide clavulanique qui reste positionnée en première position. Plutôt 5 jours, quelques années on faisait 7 jours, 5 jours semble suffisant. Elle est systématique, que la plaie soit souillée ou non, ou moche ou non. Voilà. Et en cas d'allergie à doxycycline. Alors concernant le risque anti-rabique, enfin le risque rabique, donc c'est l'Institut Pasteur qui monitore tout ça. On note qu'il n'y a pas de rage canine en France depuis plusieurs années, de rage canine autochtone. Ce n'est pas vrai pour les chiens d'importation. Les quelques cas de rage canine, enfin de rage humaine transmise par le chien en France ces dernières années l'ont été uniquement via des chiens d'importation. Donc voilà, s'il y a un doute, ne pas hésiter à appeler le centre antirabique. Je pense que c'est des fois un peu touchy. Donc c'est pour ça que c'était faux dans le cas clinique, mais je pense que un coup de fil au centre antirabique, c'est pas quelque chose d'embêtant. Voilà, et de garder en tête également que le seul risque sur les animaux non importés reste les risques de griffure et de morsure liés aux chiroptères, donc les chauves-souris. Je vous ai mis la petite carte des centres antirabiques répartis en région Auvergne-Rhône-Alpes, donc il y en a à peu près partout. Voilà. Cas clinique suivant, vous avez cette magnifique tique qui a piqué un autre ami jogger et vous avez l'évolution suivante. Donc ça, c'est quelques jours après l'extraction, un petit érythème. Un mois après, on a un érythème qui peut-être s'est un petit peu étendu. Là, ça s'étend franchement puisqu'on l'a délimité et on le voit bien. Et au final, vous avez cet érythème-là
au bout d'un moment, avec une petite trace de biopsie. Donc, vous suspectez bien évidemment un érythème migrant. Là, il n'y a pas de débat. Quel traitement proposez-vous en première intention? C'est l'Amox, c'est la Doxy, c'est l'azithromycine péros, la cétriaxone IV ou le métronidazole par voie orale. Il reste quelques temps, quelques minutes, quelques secondes pour voter. Ok, donc il y a débat, bah, c'était intéressant à rappeler. Vous avez principalement répondu la doxycycline. Alors en 2024, c'est plutôt la doxycycline positionnée en première intention. On va expliquer un petit peu pourquoi. Euh, Diapo suivante. Donc, l'érythème migrant, je vous ai rappelé la durée d'incubation qui peut être de 3 à 30 jours. Donc voilà, il faut bien donner la consigne aux gens de surveiller le point de piqûre pendant quelques temps. La régression est toujours spontanée, qu'on la traite ou qu'on la traite pas, ce qui ne veut pas dire que par contre vous serez guéri. Si vous êtes traité, vous serez guéri. Il y a une régression spontanée sans entraînement. Là, il y a possibilité d'évolution vers des formes plus tardives. Ça peut s'accompagner de signes généraux, mais ils sont très inconstants, rarement de fièvre, extrêmement rarement de fièvre. Vous avez possibilité d'avoir des érythèmes migrants multiples, c'est des choses qu'on voit de manière vraiment anecdotique, ça montre une phase de bactériémie précoce. Et alors, concernant la doxy, il faut savoir que dans les études, et puis physiopathologiquement, il y a un vrai continuum entre la phase localisée, donc l'érythème migrant, et les formes disséminées précoces, notamment les neuroborrelioses précoces. Tant et si bien qu'il n'est pas rare de voir un patient arriver avec une parésie faciale ou une névralgie cervico-brachiale et il a encore l'érythème migrant. Et donc, c'est vrai que la moxicilline, probablement que très précocement, ça marche. Mais ensuite, où est-ce qu'on en est en fait du stade de dissémination de la maladie? Ben, on ne sait pas trop. Donc, la doxycycline permet de s'affranchir de cette incertitude et donc de proposer un traitement qui marchera peut-être un peu plus certainement que la moxicilline. Voilà. Et rappelons bien que l'érythème migrant n'est retrouvé que dans 50% dans l'anamnèse des formes disséminées, donc ce n'est pas un critère indispensable au diagnostic de borréliose. Cas suivante. Pour continuer un petit peu sur les borrélioses, ça c'est quelqu'un que j'ai vu en consultation il y a quelques années, donc il travaillait à l'INRAE en Auvergne, sur les plateaux, c'est un randonneur également, deuxième facteur de risque, il allègue de nombreuses piqûres de tiques, il a un placard inflammatoire au niveau de la jambe et de la cheville droite, avec une hypoesthésie du même territoire qui évolue depuis 7 ans, une évolution extrêmement lente. Voilà. Vous évoquez à juste titre une acrodermatite chronique atrophiante parce que vous êtes trop fort. Vous demandez une sérologie Borrelia, comment l'attendez-vous? Est-ce qu'elle est obligatoirement positive? Est-ce qu'elle est possiblement positive, probablement positive, rarement positive ou négative? Alors, ah, c'est assez curieux. Ok, donc c'est un peu panaché. Bon, ben on va reprendre un petit peu les chiffres parce que ça, c'est des choses qui ont été relativement bien étudiées. Dia suivante, elle est donc c'est la réponse, pardon, c'était obligatoirement positive. Alors pour reprendre l'exemple du petit monsieur, là c'était la sérologie qu'on lui avait fait, donc il y a des taux d'anticorps assez élevés. Quand on lui fait un Western blot, dia suivante, il y avait 8 bandes, donc il était dia suivante, c'est entouré. Bon, c'est un peu masqué par le bandeau, mais on s'en fiche. Il y avait pas mal de bandes, dont la VLSE qui est marquée, qui est la bande la plus importante. Alors, on va reprendre un petit peu ça au niveau. Ah non, il y a ça d'abord. Il y a ça d'abord. Bon, juste pour avoir en tête que l'acrodermatite atrophiante, en dehors de la sérologie qui sera donc obligatoirement positive, le diagnostic, il est bon, bah, clinique, il y a l'hypoesthésie qui va avec ce placard inflammatoire extrêmement d'évolution extrêmement lente, qui évoluera vers l'atrophie, mais ça vous donne à l'anapathe un aspect assez typique. Donc, vous voyez, la l'anapathe avait répondu à aspect histologique compatible avec une acrodermatite atrophiante, et la PCR est assez fréquemment positive, mais nettement moins que la sérologie, qui est vraiment un des piliers du diagnostic de cette entité. Bon, ça c'est sous traitement, c'est juste pour vous montrer comment on a bien travaillé. Parfait. Et donc, pour revenir à ce que je voulais vous montrer, donc la sensibilité, la spécificité des différents marqueurs sérologiques dans les formes de borréliose. Alors, ça permet de rappeler qu'en cas de piqûre de tique, on ne fait pas de sérologie, ça n'a strictement aucun intérêt. De la même manière, en cas d'érythème migrant, on ne propose pas la sérologie parce qu'elle sera
très fréquemment négatives, ce qui n'éliminera pas le diagnostic. Si on a vraiment un doute diagnostique, on fait une PCR sur la biopsie cutanée, mais qui sera de sensibilité voilà, inconstante dans les études. Donc, c'est un diagnostic clinique. Mais ça, je crois que c'est quelque chose qui est assez bien maîtrisé. Quant à la chorodermatite, en revanche, les IgG sont toujours positifs, toujours, toujours, toujours. Donc, c'est vraiment un diagnostic que l'on peut réfuter en cas de sérologie négative. Par contre, on n'attend pas d'IgM, on attend clairement des IgG. Et la biopsie cutanée, bon, qui avait bien marché dans mon cas clinique, n'est que inconstamment positive. Alors, les sensibilités dans les séries de la littérature sont assez disparates. L'histologie, par contre, est assez aidante. Voilà, diapo suivante. Je vous ai remis, pour que ce soit bien fixé, les différentes recommandations en termes de traitement de première intention de l'érythème migrant. Donc, doxycycline, 14 jours pour les érythèmes migrants, 21 jours pour le lymphocytome borrélien, qui est une autre forme de borréliose cutanée précoce, ce n'est pas l'acrodermatite, qui est une forme tardive. Pour les enfants, l'amoxicilline, mais c'est le problème de galénique, l'enfant de moins de 8 ans, la doxycycline est contre-indiquée, alors pas formellement impossible à être utilisée, mais plutôt contre-indiquée pour les problèmes de coloration des dents de lait. Et donc, on reste sur l'amoxicilline, mais encore une fois, plutôt parce qu'on n'a pas de... Voilà, la doxycycline est plus compliquée à utiliser. Et en cas d'allergie, en termes de seconde ligne, pour l'adulte, ça reste quand même l'amoxicilline, bon, bah, qui pourra quand même de temps en temps échouer. Et pour l'enfant, c'est l'azithromycine qui a l'intérêt de posséder des galéniques adaptés à la pédiatrie. OK. Et de manière plus générale, et pour finir avec les borrélioses, on rappellera que la sérologie Borrelia n'est pas synonyme de maladie de Lyme. On martèle ça depuis des années. Je pense que maintenant, c'est bien passé. Ça reflète uniquement le comptage antérieur avec la bactérie. Quand on parle de maladie de Lyme, on parle de maladie, et donc il faut qu'il y ait des symptômes cliniques évocateurs. Et que, en cas de traitement, si vous avez d'une borréliose, si vous avez un patient qui est cliniquement guéri, il ne faut pas lui faire de sérologie. La sérologie reste positive des mois, des années, peut-être toute la vie, après une borréliose, sans que la persistance d'anticorps n'ait de signification. Donc, on ne contrôle pas, et donc on ne retraite pas, parce que la sérologie est encore positive et qu'on est un petit peu inquiet. Je passe très vite là-dessus, c'est une étude qui a été faite il y a très longtemps, en 84, en Allemagne, qui montrait un petit peu le taux de séroconversion après piqûre de tiques infectées. Donc, ils avaient prélevé des tiques sur les patients piqués. Ils avaient regardé si elles étaient porteuses de Borrelia. Une certaine partie l'était. Et ils avaient regardé la séroconversion à 13 semaines. Donc, dans le groupe exposé, donc dans le groupe qui était piqué par les tiques infectées, on avait 46% de séroconversion et un seul malade avec un érythème migrant. Donc, un taux d'incidence de l'infection de 4%. Donc, pour bien vous redire que sérologie positive n'égale pas infection. On change un petit peu, mais on reste dans la tique, parce qu'il n'y a pas que le Lyme dans la vie, il y a d'autres trucs. Ça, c'est l'exemple d'une jeune patiente que vous avez vue à Aurillac, qui n'a pas d'antécédent, qui vend un tableau assez bruyant de fièvre à 40 avec une polyadénopathie cervicale douloureuse, qui a été piquée par une tique, mais qui ressemblait pas à une ixodes, qui a été piquée par une tique au niveau de l'épaule droite 7 jours avant, qui présente la lésion ci-contre, que l'on décrira comme une papule escarifiée. Et donc, quel diagnostic on évoque là? Bon, là, on commence à tirer un petit peu dans les coins. C'est des pathologies plus rares, mais c'est toujours intéressant à avoir vu au moins une fois, savoir à quoi ça ressemble. Donc, borréliose de Lyme, rickettsiose, fièvre Q, tularemie, babésiose. Ok, bravo. Rickettsiose, effectivement, on évoquera plutôt une rickettsiose et plutôt une rickettsiose du groupe boutonneux et parmi le groupe boutonneux, plutôt une Tibola. Impeccable. Diapo suivante. Donc ça, c'est une escarre d'inoculation d'une autre rickettsiose d'un groupe boutonneux, c'est Rickettsia conori. Vous voyez que les lésions sont tout à fait similaires. Bon, si on essaye d'avoir quelques vagues notions sur les rickettsioses du groupe boutonneux. Donc à gauche, vous avez une fièvre boutonneuse, voilà, avec son vecteur, Rhipicephalus sanguineus, et à droite, vous avez une Tibola avec l'escarre du cuir chevelu, qui sur cette photo-là est énorme, avec un autre vecteur qui est Dermacentor. Diapo suivante. Donc la fièvre boutonneuse,
Elle est endémique du pourtour méditerranéen. Il y a quelques cas sporadiques autochtones. J'ai interrogé mon ancien chef de service là-dessus. Il m'a dit, oh oui, 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 il y a eu 2 cas un jour là-bas. Bon, ok, très bien. C'est quand même assez rare, hein, faut le noter. À noter par contre que le vecteur est la tique du chien, donc un vecteur extrêmement fréquent dans nos régions. L'incubation est relativement courte. Le tableau clinique est assez bruyant. L'escar d'inoculation est constant, ça, plutôt souvent fébrile, voilà, avec une éruption maculo-papuleuse du tronc, c'est épargnant le visage, atteinte palmoplantaire, et savoir que c'est une maladie qui donne des complications et potentiellement qui peut aller vers le décès. La Tibola, donc, qui est liée à Rickettsia slovaca, éventuellement Rickettsia raoulti dans une moindre mesure, encore lui. Endémique, elle, par contre, bien endémique en région Ara. Alors, j'ai pas les données des autres, mais en Auvergne, qui est donc ma région, oui, beaucoup. Autre vecteur, qui a la particularité de toujours piquer au-dessus des épaules. Voilà, donc vous ne verrez jamais un dermastator piqué au niveau du tronc. Donc c'est là qu'il faut rechercher l'escar d'inoculation et se méfier des escars qui peuvent être cachés dans le cuir chevelu avec un tableau assez stéréotypé, ensuite avec céphalée, adénopathie et une fièvre inconstante. Voilà, et qui ne donne pas de complications, elle. Et pour finir, quelques photos rigolotes, juste pour les avoir vues, parce que ça, c'est relativement rare. Ça, c'était une patiente de 40 ans sans antécédent qui est éleveuse de chèvre, qui fait son fromage et qui se présente avec ses lésions cutanées, qui sont des nodules d'orse, des nodules du treilleur de chèvre, pour ceux qui travaillent en campagne, qui connaissent peut-être ce truc. C'est donc une infection d'inoculation virale, hein, avec un virus de la famille des parapoxvirus qui guérit toute seule. Et cette patiente avait des lésions tellement douloureuses qu'on avait dû l'envoyer au chirurgien de la main pour les enlever parce que c'était trop douloureux. Voilà. Mais normalement, ça guérit tout seul. Et il faut traiter les chèvres. Et dernière petite photo, ça c'est pareil, c'est assez rigolo. Enfin, c'est assez rigolo, pas pour le pauvre patient, mais c'est à avoir peut-être en notion que ça existe. C'est un patient algérien qui vit dans les hauts plateaux, Algérie centrale, qui présente cette lésion ulcérée frontale évoluant depuis plusieurs mois. Là, c'est vrai qu'on évoquera, vu l'origine géographique, un seul diagnostic. Et je vous ai mis son vecteur juste à côté. Si vous êtes des entomologistes émérites, vous le trouverez via le vecteur, qui est donc le phlébotome. Et je vous laisse voter 2 minutes. Et on évoquera principalement une leishmaniose cutanée. Vous êtes très fort. Parfait. Là, je ne donne pas d'explication. C'est des patients à nous référer. Voilà, c'est des patients à nous référer. Ça se traite avec des injections d'antimoine dans la lésion, ou éventuellement des traitements généraux en cas d'atteinte sévère. Donc, c'est des trucs hospitaliers. Voilà, et des raretés quand même. Ce sont des maladies pour la leishmaniose uniquement d'importation. Merci Clément. On va commencer par une rapide question. Tu as évoqué l'antibiothérapie dans l'érythème migrant chez l'enfant, mais qu'en est-il chez la femme enceinte? Amoxicilline, pas de doxy chez la femme enceinte parce que ça peut colorer les dents de lait de l'enfant à naître, même si c'est un risque voilà, qui peut paraître. Bon, voilà, on évitera de mettre la doxycycline chez la femme enceinte. Donc plutôt l'amoxicilline avec en alternative bon, la ceftriaxone, mais après, voilà, on est sur quand même une galénique et un mode d'administration honnêtement plus contraignant. Merci. Une autre question très très importante à mon avis. Après avoir retiré une tique, faut-il donner une antibiothérapie systématiquement? Alors ça a été bien étudié. La recommandation de la PIL, c'est clairement non, parce que vous voyez bien que le taux d'incidence de la maladie est quand même très faible après piqûre avec une tique infestée. Les études américaines, parce qu'il y en a eu 3 qui ont eu lieu là-bas, montrent qu'en fait, il faut traiter plus de 70 patients pour éviter un cas. Si on part du principe que la borréliose de Lyme, si tant est qu'on ait quand même un diagnostic fiable, n'est pas quelque chose de difficile à traiter, la SPILF a choisi, à juste titre, de ne pas traiter systématiquement par antibioprophylaxie les piqûres de tiques, pour éviter l'érythème migrant ou les formes ultérieures de borréliose de Lyme.
Et c'est vrai que les critères qu'il y avait dans l'ancienne conférence de consensus de 2006, c'est-à-dire on peut traiter les femmes enceintes, on peut traiter les patients immunodéprimés en prophylaxie, hein, on peut traiter les patients avec des piqûres multiples, etc. Ben non, parce que les immunodéprimés font pas forcément de borréliose plus compliquée, que les transmissions materno-fétales de borréliose de Lyme, ça n'a jamais été prouvé. Il y a trois vagues cas mondiaux dans la littérature, mais qui sont même pas certains. Donc il n'y a pas de borréliose materno-fétale ni néonatale et que voilà, les piqûres multiples, alors effectivement, vous aurez plus de risques de faire une borréliose de Lyme, mais voilà, qui ne sera pas plus compliqué à traiter que quelqu'un qui aura une borréliose de Lyme avec une piqûre unique. Ok, merci beaucoup Clément. On va passer à la troisième présentation de Céline Cazorla, infectiologue à Saint-Étienne, qui comptait nous parler des grosses jambes rouges, infectées ou pas infectées. À toi Céline. Oui, bonjour. Alors, c'est à moi qu'incombe de terminer ce webinaire. Alors, juste la diapositive précédente, s'il vous plaît, pour aller plus vite. Oui, on va parler de la grosse jambe rouge. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre la photo du dernier Erisipel qui a été hospitalisé ce week-end chez nous et donc il est tellement joli parce que pour une fois, il est comme dans les bouquins. Voilà. Je vais essayer aussi de pas trop vous encombrer avec la grosse jambe noire parce que je pense que vous avez peu de chances de la voir, mais on ne sait jamais. Allez-y, diapositive suivante. Alors voilà, ça c'est le cas clinique d'un patient qui est sous anticoagulant pour une fibrillation auriculaire et puis que vous voyez ou en tant que médecin de garde ou aux urgences parce qu'il a cette jambe avec une fièvre à 38,5. Donc, vous pensez que c'est un hématome sous anticoagulant, une dermite de contact, un érysipèle, dit aussi dermohypodermie bactérienne non nécrosante, ou il fallait que je me creuse un peu, j'ai mis thrombophlébite profonde, voilà. À vous de choisir. Eh oui, à 100%, c'est moi qui ai gagné le 100% de réponse juste. Euh, donc, c'est très bien, c'est un érysipèle, je vous remercie. Alors, diapositive suivante. Pourquoi? Eh bien, vous avez bien sûr une limite assez nette. Bon, bah là, c'est pas tout à fait, je vous l'ai montré juste à côté, là, avec un petit bourrelet même, une porte d'entrée qui est constituée par ce petit ulcère du dos du pied, et puis des petites bulles hémorragiques, parce que en plus, il est sous anticoagulant. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez fait votre diagnostic d'érysipèle? Est-ce que vous faites un prélèvement bactériologique? Est-ce que vous prenez une photo pour voir comment ça va évoluer? Vous regardez dans votre dossier informatique l'état de la vaccination antitétanique, vous mettez de l'amoxicilline pour 15 jours, et puis vous revoyez le patient dans 48-72 heures, et tant qu'il y aura de la rougeur, vous le laissez sous amoxicilline ou vous hospitalisez. Voilà. Donc, c'est très bien. Vous prenez une photo, vous délimitez. Bien sûr, vous avez des bons restes avec la vérification du vaccin antitétanique. Alors, vous dites, je vais le mettre sous amoxicilline pendant 15 jours parce que la jambe, quand même, elle est assez enflammée. Mais en fait, bon, ça veut trop rien dire. Diapositive suivante. Donc, les résipèles, quels sont les facteurs favorisants? Ben, je pense que pour avoir vu des érysipèles, vous savez que c'est surtout l'insuffisance veineuse chronique, qu'on retrouve aussi dans l'obésité, on a bien sûr des lymphœdèmes qui font le lit de l'érysipèle. Toujours rechercher une porte d'entrée. Donc, je vous rappelle qu'on nous a toujours appris qu'il fallait rechercher l'intertrigo. Bon, ben, c'est pas toujours fait, mais voilà, on tombe souvent sur des fissures entre les orteils. Alors, il se caractérise généralement par une survenue un petit peu brutale de l'infection, de la fièvre, et un aspect inflammatoire unilatéral au niveau de la jambe. Je vous parle que de l'érysipèle des membres inférieurs. Et alors, c'est pas la peine de faire un prélèvement parce que les anciens nous disaient que l'érysipèle, par définition, quand on dit érysipèle, c'est streptococcique. Bon, ils ne sont pas trop trompés quand même parce que dans 90% des cas, ce sont des streptocoques pyogènes. Alors, on vous a traité certes par amoxicilline, vous avez raison. On vous donne ici les posologies qui sont extraites des recommandations de la HAS. On peut aller au maximum jusqu'à 6 grammes par voie orale per os. Bon, attention à
obèse parce que là, vous allez avoir des problèmes et sûrement que vous serez obligé d'hospitaliser votre obèse pour mettre un traitement parentéral. En cas d'allergie, on retrouve notre clindamycine. Le traitement, ben, là, on a défini, c'était pas facile, mais la durée du traitement, il est de 7 jours. Globalement, on arrive à tuer notre streptocoque extrêmement sensible en général à l'amoxicilline en 7 jours. Et la persistance de l'inflammation ne veut pas dire poursuite de l'antibiothérapie. Bon, vous donnez des traitements antalgiques, le repos, jambes surélevées, une contention veineuse, puisque en plus, c'est favorisé par l'insuffisance veineuse, bien sûr, si la douleur le permet. Et bien sûr, pas d'anti-inflammatoire non stéroïdien. Le problème, c'est, enfin, en général, quand vous faites tout ça, ça va régresser. Vous suivez quand même votre patient au bout de 48 à 72 heures pour vous assurer que tout va vers le mieux. Et la principale complication, c'est la récidive dans 20 à 30% des cas. Diapositive suivante. Alors, ben, il faut agir sur les facteurs favorisants quand c'est possible. C'est sûr que quand on est obèse et quand on a une insuffisance veineuse chronique, ben, ce n'est pas toujours facile d'agir sur ces facteurs-là. Donc, si la personne vous fait plus de 2 épisodes dans l'année d'érisipèle avérés, eh bien, on en reste à une antibioprophylaxie depuis des décennies. C'est l'extensiline en cas d'allergie, ou extensiline ou pénivé par voie orale. Et puis en cas d'allergie, l'azithromycine. Alors combien de temps? Ah bah ça, vous le mettez pour 6 mois. Et puis vous revoyez votre patient pour savoir si ça a bien marché. Alors bien marché, ça ne veut pas dire 0 épisode, mais enfin, il en fera moins que ce qu'il en faisait auparavant. Donc en fonction, bah, vous voyez si vous réitérez sur 6 mois supplémentaires. Quand est-ce que vous allez hospitaliser votre érysipèle? Ben, au-delà de 75 ans avec des comorbidités, parce que les comorbidités, ça risque de se décompenser à la faveur d'une grosse infection streptococcique. Un obèse qui a un IMC supérieur à 40, parce que pour les raisons que je vous ai énoncées antérieurement. Après, bon, bah, isolement social, signe de gravité, tout ça, c'est du bateau c'est la même chose que pour toute infection. Il faut revoir votre patient, ça, il faut bien insister pour le revoir à 24-48 heures, voire 72 heures pour voir si l'antibiothérapie a bien marché. En revanche, si vous voyez que la lésion s'étend, l'inflammation est plus importante avec une douleur de plus en plus importante et des lésions nécrotiques, alors à ce moment-là, il va falloir passer à autre chose. Diapositive suivante. Alors, autre chose, voilà, ça peut être l'évolution de votre patient. Bon, en fait, c'est un autre patient de Stéphanois, mais bon, voilà. Alors, voilà comment il se présente avec des lésions nécrotiques comme ça. Alors, qu'est-ce que je ne sais pas si vous voyez ce qu'on vous propose. Bah, si vous les voyez, vous répondez. Hmm. Alors, donc effectivement, vous pensez à une dermohypodermite bactérienne nécrosante et vous appelez les chirurgiens, et le chirurgien, vous avez entièrement raison, c'est ce qu'il faut faire. L'immunodépression, bien sûr, qu'elle favorise les formes nécrosantes. Tout le reste, c'est très bien. Il y en a que moins de 1 sur 2 qui a répondu sur le fait que la douleur intense au-delà de la rougeur est très évocatrice. Et c'est vrai que c'est très évocateur. Diapositive suivante. Donc, la dermohypodermite nécrosante, c'est quand même, enfin, dans les dermohypodermites nécrosantes, vous avez la fasciite nécrosante. C'est un diagnostic assez difficile, il faut le dire, au début, et qui est quand même assez grave. Et c'est une urgence médico-chirurgicale. Il est bien sûr favorisé par le diabète et l'immunosuppression, entre autres. Alors pourquoi alors il y a un signe qui est très évocateur, c'est la douleur au-delà de l'inflammation, avec notamment une impotence fonctionnelle et puis un muscle qui va se raidir. Pourquoi? Parce que l'infection ne se propage pas par le dessus comme les résipèles, mais par en dessous au niveau du fascia et donc atteint les muscles avant d'arriver à l'inflammation en superficie. Alors, le meilleur moyen d'en faire le diagnostic, c'est un diagnostic clinique, mais si vous hésitez, c'est l'IRM. Mais sauf que le temps que vous ayez votre IRM, il attend d'être amputé au moins 3 fois. Donc, il vaut mieux, en cas de doute, tout de suite hospitaliser. Diapositive suivante.
Alors, en revanche, ce que vous voyez plus souvent, il faut bien différencier l'érysipèle qui n'est pas une poussée d'insuffisance veineuse. Alors, l'érysipèle, je sais bien qu'en médecine, il ne faut jamais dire jamais, mais l'érysipèle, ce n'est pas bilatéral, hein. Alors, la poussée d'insuffisance veineuse peut être un tout petit peu fébrile, peut entraîner une petite élévation de la CRP, mais ça n'a rien à voir avec l'érysipèle. Elle peut être très douloureuse, d'autant plus qu'elle évolue souvent vers une hypodermatosclérose, et cette sclérose des tissus, c'est ça qui fait mal. Donc, quand c'est bilatéral, ne pensez pas à un érysipèle, c'est plus une poussée d'insuffisance veineuse que vous allez guérir en mettant des contentions veineuses. Diapositive suivante. Alors, chaque fois qu'il y a des bulles, il y a toujours un moment de panique là, parce qu'on nous a appris un petit peu comme ça, les bulles, il faut s'en méfier. Alors, ça, c'est l'exemple d'un enfant de 13 ans qui a vu des bulles apparaître entre ses orteils et puis progressivement un œdème du dos du pied, très douloureux parce que la peau était tendue, il n'arrivait plus à se chausser. Il va voir son médecin traitant, il n'a pas de fièvre, il n'a pas d'érythème. En l'interrogeant, on s'aperçoit au départ, ça a commencé par un prurite et qu'il avait appliqué des huiles essentielles pour traiter une verrue. Alors, peut-être que c'est l'origine de ça. En tout cas, il a vu un médecin qui a un petit peu stressé tout le monde, qui l'a mis sous amoxicilline clavulanique, mais qui a eu quand même, qui a demandé de faire une numération formule qui a montré une hyperéosinophilie à 1500 avec une CRP normale. En fait, le diagnostic était celui d'un eczéma bulleux. Diapositive suivante. Alors là, on part du côté dark. Là, donc c'est un autre patient qui est 75 ans diabétique, qui vit en incurie, qui se laisse aller, quoi, et qui présente depuis 3 semaines des douleurs nécrotiques évolutives. Il n'a pas de fièvre. Alors, quelles sont les hypothèses? Voilà, je vous laisse répondre. Eh bien, c'est très bien, vous êtes bien sûr très fort. C'est une AOMI au stade d'ischémie chronique. Et donc, vous avez bien fait d'appeler l'angiologue quand même pour avoir une confirmation et de voir où se situait un peu le problème au niveau artériel. Diapositive suivante. Alors, il a vu son chirurgien, enfin, il a vu un chirurgien vasculaire qui a dit, bon, on va essayer d'attendre, enfin, c'est tout sec. Bon, pour l'instant, on fait rien, ça va se momifier, puis on verra bien. Sauf que quelques semaines plus tard, voilà que ça devient beaucoup, beaucoup moins sec et que il y a un écoulement qui est assez sale, il faut le reconnaître, hein. Et puis, voilà. Voilà, non, non, c'est bon, diapositive, parce que bon, 20h34. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous réalisez un prélèvement, vous adressez le patient. Allez-y. Alors, bon, c'est pas une faute de faire un prélèvement, mais c'était pas, enfin, disons que là, ça se présente pas très bien quand même. Donc, vous l'adressez aux urgences, vous avez entièrement raison. Et bien sûr, vous l'envoyez à votre chirurgien vasculaire préféré, ou du moins au sien. Diapositive suivant. Voilà. Alors là, on va parler juste rapidement du problème des infections des plaies, qu'elles soient, alors, et principalement des plaies chroniques. Donc, ce sont des ulcères chroniques, des escarres, ça peut être des maux perforants plantaires. Parfois, bon, ça peut être une plaie aiguë, on va pas, c'est moins souvent le problème. Le problème, c'est l'antibiothérapie, souvent utilisée avec un mésusage dans les plaies chroniques. Il faut savoir que quand même, qui dit plaie dit bactéries dessus. Ça participe d'ailleurs, entre autres, au phénomène de cicatrisation. S'il n'y a pas de douleur inhabituelle, s'il n'y a pas de pus comme le liquide qu'on a vu précédemment, eh bien, il faut pas prélever parce que vous allez trouver à boire et à manger et en plus, vous allez vous trouver face à une difficulté pour traiter. En revanche, bien sûr, s'il y a des signes généraux d'infection ou si vous avez une inflammation autour de la lésion de cette plaie qui n'existait pas auparavant, à ce moment-là, on peut discuter d'envisager une infection à traiter par antibiothérapie par voie générale, pardon. Alors,
La petite, c'est une patiente qu'on a eue en orthopédie qui en fait a fait un énorme hématome. Alors elle est un petit peu grassouillette. Donc en fait elle a fait une cytonécrose de la graisse. On n'a pas mis d'antibiotiques. Elle n'avait pas de signes généraux. Elle n'avait pas particulièrement mal. On a fait détertion mécanique, un peu de vac et puis c'est très bien passé comme ça. Donc voilà. Diapositive suivante. Et là, c'est l'avant-dernière diapositive. En fait, vous voyez à droite, on voit bien ce lymphœdème chronique là, qui ressemble à ces petits éléphantiasis. On voit bien la marque de la chaussette et le petit ulcère en bas à droite que je vous ai mis en plus gros là, avec des troubles vasomoteurs qu'on voit souvent chez les personnes âgées. Donc là, on ne donne pas d'antibiotiques sur ce type de pathologie. Diapositive finale. Si je résume, parce que c'est quand même le gros problème, les ulcères, les escarres, etc., s'il n'y a pas d'écoulement purulent, s'il n'y a pas de douleur d'apparition récente, douleur de plus en plus importante ou une inflammation sur le pourtour, eh ben, on ne donne pas d'antibiotiques. Si toutefois vous avez un doute, il vaut mieux demander un avis spécialisé. Je vous remercie. Merci Céline. J'ai une question pour toi. Dans les visipelles, est-ce qu'il y a un intérêt à prescrire une anticoagulation de façon systématique? Ah oui, alors j'en avais un petit peu parlé, mais il fallait faire vite. Alors, l'anticoagulation, en fait, à visée préventive, j'imagine que c'est là la question. Si on a une personne comme le joli résipel que je vous ai montré au départ, c'est une dame de 42 ans qui n'a pas de comorbidité, qui là, d'ailleurs, elle est rentrée vendredi, elle est repartie aujourd'hui, donc c'est allé très vite, alors qu'elle avait quand même 26 000 blancs. Euh, Dès qu'elle va aller mieux, on va vous lui mettre les bandes de contention. Donc, en gros, en 2, 3 jours, ça va aller bien. On va lui mettre des bandes de contention et donc, il n'y aura pas besoin de mettre des HBPM. En revanche, si vous avez une personne plus âgée qui a un gros lymphœdème, une insuffisance veineuse chronique, etc., moi, je crois qu'il ne faut pas hésiter à mettre des HBPM. Merci. J'enchaîne avec une suivante. L'antibioprophylaxie par extensiline contre les récidives d'érysipèle, au bout de combien de temps est-ce qu'on fait une fenêtre? Eh bien, oui, c'est là la question en fait. Et les recommandations de la HAS ne se prononcent pas. En fait, en pratique, c'est 6 mois à 1 an. Donc déjà, on voit au bout de 6 mois quelle est la tolérance de l'extensiline aussi, parce que c'est peut-être pas toujours très, très, très bien toléré. Et on regarde quelle est son efficacité aussi. Et voilà, si ça a bien marché, on peut, moi je dirais, bon alors ça dépend. Extensiline, au bout de 6 mois, je pense qu'on peut essayer d'arrêter parce que tous les mois avoir une intramusculaire, c'est quand même pas, voilà. Après, s'ils sont par voie orale sous pénicilline V, peut-être qu'on peut attendre 1 an, voir quel est l'effet et si ça marche bien. Ben, peut-être suspendre au bout d'1 an, quoi. On n'aime pas bien quand même l'antibioprophylaxie ad vitam aeternam, hein. Merci Céline. Eh bien, on a terminé, il n'y a plus de questions. Il y a un certain nombre de questions qui ont été répondues par écrit également. Donc, merci à tous, intervenants et participants, pour votre enthousiasme et votre participation au quiz. Et à la prochaine session alors.